Grâce à notre partenaire Bellambra et Sud Radio, bien entendu, des très beaux clubs hôtels Bellambra nichés dans les plus beaux endroits de France. Et peut-être qu'on vous donnera en plus l'une de nos vraies voix pour ces vacances. Un peu, on sait jamais. Oui. Oh, ben, il y en a, je partirais bien en vacances avec eux. Ça dépend qui. Oui. Oh bah avec vous, pas de problème. Avec Philippe Bilger, pas de problème. Puis nos vraies voix du jour sont toutes sympathiques, comme toutes nos vraies voix. Eh bien, on le verra. Vous ne nous demandez pas notre avis? Non. Bah, j'ai l'impression que non, Philippe. Je préfère éviter. Ça s'appelle une dictature chez Philippe David. Alors, en tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec le grand débat du jour à 17h30, des centaines de vols annulés, des dizaines de milliers de voyages bloqués, une grève de contrôleurs aériens perturbe donc le trafic en pleine période de départ en vacances. Le second syndicat de la profession réclame de meilleures conditions de travail. Alors parlons vrai, est-ce que cette grève qui pénalise toutes les compagnies aériennes, tous les aéroports vous semble compréhensible? Et à la question, la grève des contrôleurs aériens en période de départ en vacances est-elle un abus de pouvoir? Vous dites oui à 79%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, François Deletras, sera avec nous, président de la FNOT, qui est la Fédération nationale des usagers des transports. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Après 3 ans de détention en Iran, la Française Cécile Collère et le Français Jacques Paris sont inculpés pour espionnage en faveur d'Israël, complot pour renverser le régime et corruption. Chacun de ces chefs d'inculpation est passible de la peine de mort. Alors parlons vrai, est-ce que désormais Cécile Collère et Jacques Paris doivent être considérés comme des otages? Et à la question, inculpation de 2 Français pour espionnage au service d'Israël en Iran, il faut durcir le ton ou négocier. Eh bien vous dites à 75% qu'il faut durcir le ton et à 25% qu'il faut négocier. Pour réagir, le 0826 300 300, il faudra juste négocier avec Aude pour passer à l'antenne. Et notre invité pour en parler, Guillaume Lagan, qui est maître de conférence à Sciences Po, auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de cette table Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Je le connais par cœur maintenant. Ah oui. Ah oui, vous le dites. Pas le livre. Hein. Pas le livre. Hein. Mais vous lu. ferez un effort durant les vacances. Mais je l'ai lu. Vous l'avez lu. Mais bien entendu, je l'ai lu. Reconnaissez que je l'ai écrit de telle manière que j'étais sûr que... Non. Que j'étais sûr que vous le liriez. Bah, bien Comme sûr. disait Céline, il tombe des mains, mais il fait pas mal aux pieds. Ah. Samuel Botton est avec nous, Bonjour. expert en communication chez Step Conseil. Ah, dis donc, c'est beau Step Conseil, c'est nouveau ça. Oui, Ouais. un grand plaisir d'être là. Ouais, le Pour pas du trouver. conseil. C'est du ça, Step il a Conseil. franchi Un seul On franchit conseil un de pas. qualité. Ah voilà. Eh ben, espérons que cette émission le soit aussi. Loïc Guérin est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir Loïc. Bonsoir maître. Bonsoir. Le numéro que vous devez garder avec vous, hein, je n'arrête pas de vous le dire, mais c'est important. Avec les 0826 300 300 et c'est Tony qui est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Bonsoir, Tony. Tony. Bonsoir, les vraies voix. Moi, Tony, ça me fait penser à Tony Montana. Ah oui. Vous vous souvenez ça? Ouais, ouais. Ouais. Il y avait Tony Danza, mais c'est moins sexy. peut-être. Ouais. Il y avait C'est Tony vrai. Vérel aussi, grand footballeur. Ah, ouais. Encore moins, c'est Ça va finir. Et il y a Tony Truand. Oui. Ah ouais, c'est bien lui. Voilà. Elle est bien. Exactement. Ça y est, on les a toutes faites, Tony. Sérieusement. Truand aussi. Voilà, c'est ça. La déconnexion de certains politiques sur certains sujets, vous dites en l'occurrence les salaires bas et le logement. Oui, parce que bon, là, on n'en parle pas trop avec l'Iran, Israël, l'Assemblée nationale, la censure ou pas, mais en fait, ça ne change rien pour nous. Vous voyez, moi, j'ai 3 jobs pour essayer de payer les factures. Alors, mon cas est particulier, je suis célibataire et j'ai 2 enfants à la maison. Mais honnêtement, les loyers, c'est quasiment la moitié d'un salaire. Je vous donne un exemple, je suis à peu près autour des 2000 €. On me demande de toucher 1800 € pour avoir un 60 mètres carrés. Et moi, j'ai pas de garant, j'ai rien, c'est compliqué. Les logements, c'est la folie. Alors moi, je tape pas sur les patrons, je tape pas sur les proprios. Je dis, il y a un problème. Moi, nous, on me demande juste à se lever, à manger. Et puis, accessoirement, si on peut, on part en vacances. Mais sinon, là où j'habite, c'est bon, c'est pas là à la plage. Mais Donc, vous voyez, je suis pas trop gourmand. Tony a raison, hein, Philippe, parce que Il a pour raison. trouver un logement, c'est 3 fois son salaire. Oui, quoi. c'est et ça. puis il faudrait pas que les problèmes internationaux, c'est ce qu'il nous dit, nous détournent de la Ouais. quotidianité des Français. Et c'est évident que on oublie qu'il y a des Français qui vivent très mal. Samuel Botton. C'est le quotidien depuis bien trop longtemps. Et en fait, effectivement, il y a un problème qui est lié aussi à l'inflation, c'est-à-dire depuis 3-4 ans. On s'aperçoit que le panier moyen au moment des courses, et c'est une problématique qu'évoquait notre auditeur, c'est plus le même. C'est x2,5, x3. Et malheureusement, il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à ça. Et sur la question du logement, j'ai l'impression que c'est une problématique qui est récurrente aux grandes villes, qui peut s'expliquer aussi à un moment par l'exode
des Parisiens sur Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, ce que vous voulez. Et pareil, on va avoir beaucoup de mal. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un effondrement immobilier sur ces zones-là. Ça reviendra à la normale. Mais en attendant, vous avez des personnes qui vivent à l'année. Et là, on a un problème. Et j'aimerais vous dire que ça passera par du logement social. Mais même sur ces politiques-là, c'est compliqué. Loïc Guérin. On peut guère mieux, si ce n'est qu'effectivement, j'ai cru comprendre que le gouvernement, depuis un certain temps, celui-ci comme le précédent d'ailleurs, avait un peu abandonné l'idée de continuer un développement d'un certain nombre de logements, en particulier autour dans la proche couronne de Paris. On sait qu'un certain nombre d'entreprises sont d'ailleurs dans la difficulté parce que les commandes ne venant plus, forcément, elles commencent à mettre la clé sous la porte. Donc, je suis pas sûr qu'on aille dans le meilleur sens ni dans le bon sens tout court. Il y a deux salles, deux ambiances avec les logements. Et à un moment donné, il faudra trouver une porte de sortie. Exactement. En tout cas, Tony, on va essayer de vous garder dans les meilleures conditions possibles. Vous allez être notre vraie voix du jour et vous jouerez au qui c'est qui l'a dit, Tony. Parfait. Ah bah voilà, Parfait. voilà. Et il faudra gagner. Oui, comme d'habitude. Bien entendu. Attendez, vous emballez pas, parce que déjà Philippe Bilger, il est sur les starting blocks. C'est pas le jeu, Philippe, détendez-vous. D'ailleurs, 20 secondes. La dernière fois que je suis passé, j'ai joué et j'ai gagné, mais c'était un vol. J'ai donné une mauvaise réponse qui a été prise pour une bonne, c'est Monsieur Bilger qui avait gagné. Et vous l'aviez dit, bravo, vous êtes d'une honnêteté, Tony, vous n'allez pas gagner. Vous n'êtes pas comme Bilger, c'est clair. Allez, dans un instant, le réquisitoire du procureur, de quoi parle-t-on ? Je voudrais parler du regard de Darius Rochebain sur Emmanuel Macron. On en parle dans un instant. Anthony, restez avec nous et vous voulez participer à cette émission, c'est facile. 0826 300 300. Aude est avec nous jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à vendredi, puisque c'est la fin de cette saison. On en profite, Philippe David, pour remercier nos auditeurs, en tout cas de la fidélité. De votre fidélité. Pour remercier les vraies voix, les auditeurs. L'équipe, on s'en fout. Et ça, c'est... On vous aime aussi, vous inquiétez pas. Ah, vous avez entendu? D'accord. Merci. Ça passe dans le micro, ce que je dis là? Non, les auditeurs, fabuleux. Non, mais c'est l'occasion de... radio, Cécile. Ah oui, ça, je viens de comprendre. Je me disais, c'est bizarre, mais il y a des gens qui nous écoutent, c'est fou. En tout cas, c'était pour vous remercier, bien entendu, de votre fidélité depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, Philippe? Absolument, c'est depuis platoniquement, professionnellement. Enfin, pour l'instant. Depuis septembre 2022, début septembre 2022, absolument. Autour de cette table, Philippe Bilger, Loïc Guérin et Samuel Botton, et vous au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile et Philippe, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler des sénateurs qui votent pour une autorisation de faire travailler les salariés des fleuristes ou boulangeries le 1er mai. C'était un peu le débat de la dernière fête du travail. On va parler aussi de Vladimir Poutine. Il doit discuter avec Donald Trump dès aujourd'hui, non pas seulement de l'Ukraine ou de l'Iran. Il espère parler business, accès des produits russes au marché américain. Et puis d'Emmanuel Macron qui crie au loup à Roquefort. Il ne veut plus de prédateurs près des troupeaux. En 3 mots, travail, discussion et loup. On en parle dans un instant. Tout de suite, Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur le regard du journaliste de LCI, Darius Rochebain, sur le président de la République que vous voulez requérir, monsieur le procureur. En effet, Darius Rochebain est un grand journaliste qui pose de bonnes questions et qui écoute tranquillement les réponses qu'on lui donne. Et j'ai été frappé par l'entretien qu'il a donné dans Le Point, où il dit une chose qui m'a un peu étonné, que Emmanuel Macron était très difficile à interviewer, paradoxalement, parce qu'il avait peu d'orgueil et pas de sympathie facile. Et à la réflexion, je comprends mieux ce qu'il veut dire. C'est votre présence qui m'influence favorablement. C'est le fait que on a du mal probablement à accrocher Emmanuel Macron par une familiarité un peu confortable. Il ne permet pas, comme dans un questionnant avec François Bayrou qui s'était complètement lâché avec Darius Rochebain, de tomber dans une sorte de familiarité facile. Le président, c'est pas ça du tout. Il donne l'impression d'être très accessible et de fait, il est correct, courtois, mais je peux comprendre que face à cette physionomie où rien n'apparaît, eh bien le journaliste ait du mal. Loïc Guérin.
Alors j'ai assez peu d'admiration pour le personnage qu'est Emmanuel Macron et son action. Je dois le concéder, ça se sent en général. Ce que j'avais en revanche, d'un point de vue plus objectif, entendu d'autres politiques ou journalistes ou autres, c'est qu'il avait cette aptitude à séduire, entre guillemets, son interlocuteur, quitte pour ça à adopter la position de l'interlocuteur, quitte là aussi à être un peu schizophrène, c'est-à-dire le jour J plus 1 n'était pas nécessairement le jour J moins 1, selon l'interlocuteur qu'il avait en face de lui. C'est-à-dire à fond en faveur de la laïcité quand il avait quelqu'un qui défendait la laïcité en face, et finalement pas trop réticent à permettre le voile, même en public, même sous forme de promotion un peu, disons, religieuse le lendemain. Voilà. Mais par contre, cette aptitude-là à séduire, c'était ce qui ressortait apparemment, alors objectivement, c'est-à-dire sans parti pris, ni position négative ou positive. Donc c'est un peu en contre-courant un petit peu de ce que dit le journaliste là. Il voulait vous inviter en vacances, il vient d'annuler là. Ça met le breton. Moi j'ai lu il va prendre la place en vacances. J'aime pas trop prendre des gifs en public. Ouais. J'ai lu l'interview et moi ce qui a retenu mon attention, c'est quand Darius Rochemin disait il y a plus de flamme chez lui. Si, la flamme elle est là, sauf qu'elle ne nous brûle plus. C'est-à-dire toutes les interviews qu'il donne aujourd'hui, c'est des interviews qu'on a entendues maintes et maintes fois. Par contre, sur avec un audimat catastrophique pour la dernière. Audimat catastrophique, mais parce que ça ne prend plus. Et pourtant, il a tout essayé. Moi, j'ai souvenir d'une interview très dure avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, où on a senti le combat pendant 2 heures, 2 heures et demie. J'ai revu une émission il y a pas longtemps face aux Français, où pareil, on sent quand même qu'il y a de l'usure, mais l'animal politique, il est toujours là. C'est juste qu'il n'imprègne plus. Et que, effectivement, quand vous arrivez dans une certaine lassitude du pouvoir, et que vous avez enchaîné les erreurs, on peut être d'accord, pas d'accord avec ce qui a été fait, forcément, à un moment, dans ce contexte d'instabilité politique, ça n'imprègne plus. Merci Philippe Bilger pour ce sujet. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont travail, discussion et loup. Les salariés des fleuristes et des boulangeries au travail. Le 1er mai, c'était le grand débat de la dernière fête du travail. Il y a 2 mois, les sénateurs viennent d'adopter une proposition de loi pour l'autoriser. Après Emmanuel Macron, c'est Donald Trump qui doit voir Vladimir Poutine au téléphone. Aujourd'hui, le président russe l'annonce en précisant vouloir parler business, accès russe au marché américain. Et puis Emmanuel Macron crie au loup, il n'en veut plus. Là où il y a du pastoralisme, le président vient de le dire en visite à Roquefort. Il en a marre, je cite, de claquer des millions d'indemnisations pour un truc qu'on a réintroduit. Les vraies voix Sud Radio. Du muguet, du pain et des manifs. C'était un peu la polémique des derniers 1er mai, notamment du tout dernier il y a 2 mois, des boulangers, des fleuristes qui croyaient pouvoir rester ouverts avec leurs salariés le 1er mai et qui se retrouvaient mis à l'amende. La tolérance sur le sujet n'avait jamais été la règle noir sur blanc. Eh bien, les sénateurs viennent d'adopter une proposition de loi pour autoriser cette pratique. Texte soutenu par le gouvernement par la voix de Catherine Vautrin, ministre de la Santé et des Solidarités. Soyons clairs, nous ne voulons pas banaliser une journée qui reste et restera emblématique du dialogue social. Cette proposition permettra à certains établissements d'employer des salariés volontaires le 1er mai dans un cadre strictement défini et avec une rémunération doublée. Et oui, madame la sénatrice, vous avez des salariés qui sont demandeurs de cette approche de rémunération doublée. C'est donc un texte d'équilibre qui articule liberté d'entreprendre, liberté de travailler, respect des traditions locales et protection des droits sociaux. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, un texte voté au Sénat, pas encore à l'Assemblée nationale. Il est valable pour les fleuristes, les boulangers, les restaurants, les cinémas et les musées, mais pas évidemment la grande distribution. On l'entend, les opposants du texte à gauche du Sénat ont contesté cette idée de volontariat. Ils estiment que les salariés concernés n'auraient pas forcément le choix dans les faits. Sinon, dans l'absolu, ça va dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Oui. Si c'est voté, on était assez scandalisés la dernière fois de voir des commerçants prendre des amendes. Oui, franchement. Et puis savoir 4 ans plus tard qu'on les poursuivait. Surtout qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler en plus. Une journée économiquement faste. C'est-à-dire 1er mai, vous savez que personne ne travaille. Ça veut dire qu'il y a des commerces qui sont en première ligne et qui contribuent aussi à ce que les Français puissent se réunir, et on dit non, tu vas pas travailler. Ça me rappelle la problématique qu'on avait eue sur le travail le week-end, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose, hein. Sur la base du volontariat, des meilleurs salaires, et faire en sorte que les gens qui travaillent la semaine puissent, sur ces journées de coupure, contribuer aussi à l'économie,
pas lucrative, mais de divertissement marchande du pays sur des journées importantes comme celle-ci. Alors, je peux comprendre la réticence qu'on a sur le volontariat, parce que quand on est mano à mano avec son employeur et qu'on est le seul salarié de la boutique, j'imagine que c'est compliqué de lui dire non, je ne peux pas travailler. Donc j'entends ça, mais en revanche, je rejoins évidemment les commentaires précédents. C'est un non-sens. Et d'ailleurs, la gauche devrait peut-être s'y intéresser, parce que c'est un non-sens de ne pas aider des petits commerçants à résister un petit peu plus aux gros commerçants, et ça leur donne un avantage concurrentiel sur au moins une journée dans l'année. Donc c'est pas si mal. Allez, le deuxième mot, discussion. Vladimir Poutine et Donald Trump devraient se parler aujourd'hui. C'est le président russe qui l'annonce, c'est l'air de rien tout à l'heure en discutant un stand dans une exposition dédiée aux entreprises qui produisent en Russie. Je m'entretiendrai aujourd'hui avec le président américain. Je mentionnerai bien sûr ces produits avec l'idée de les promouvoir sur le marché américain, lance Vladimir Poutine. On rappelle qu'avec Emmanuel Macron, ils avaient parlé de l'Iran et de l'Ukraine il y a quelques jours. Cette discussion, en tout cas avec le locataire de la Maison-Blanche, intervient après l'annonce à Washington d'une baisse des livraisons d'armes à l'Ukraine, baisse justifiée officiellement par les inquiétudes de l'administration Trump quant au niveau des stocks américains d'armes. Venons-en à ce drame qui endeuille le football, la mort de Diogo Jota. L'attaquant international portugais de Liverpool, âgé de 28 ans, et son frère se sont tués la nuit dernière sur une route espagnole alors qu'ils approchaient de la frontière avec leur pays, le Portugal. Un pneu de leur Lamborghini aurait éclaté, provoquant une violente sortie de route, après quoi la voiture a pris feu. Le frère de Diogo Jota était également footballeur, lui, en 2e division portugaise. Un mot, Philippe, parce que je sais que ça vous a touché. Ah oui, ça m'a touché. Très très bon joueur portugais. Alors double drame, parce qu'en plus de mourir avec son frère, 28 et 26 ans, il s'était marié il y a 10 jours. Et sur son compte Twitter, il y avait les photos de son mariage. Il était père de famille. Moi, je dois dire que ça m'a brisé le cœur. C'est un joueur que j'aimais bien. En plus, Diogo Jota. Et vraiment, c'est très très triste nouvelle. Allez, venons au troisième mot. Loup, Emmanuel Macron ne veut plus du prédateur dans les terres de pastoralisme. Oui, le président de la République vient de le dire à Roquefort. Concrètement, il soutient un déclassement du loup de très protégé à protégé tout court, c'est-à-dire moins protégé qu'avant, notamment pour pouvoir l'empêcher, le loup, de se réintroduire dans les zones où il y a du pastoralisme. Le chef de l'État vient de plaider en ce sens lors de cette visite à Roquefort. Tous les gens qui inventent des règles et qui vivent pas avec des bêtes dans des endroits où il y a l'ours qui redéboule ou le loup, qu'ils aillent y passer de nuit. Je sais pas à m'occuper d'un troupeau et je sais ce que c'est d'angoisse que ça représente et autres. On a essayé de se battre ces dernières années, on a fait un truc le mieux possible, mais c'est Shadok. On vous a demandé de protéger, de grillager, de prendre des chiens patous. Après, on vous a mis des pénalités quand les chiens patous attaquaient les mecs qui venaient se balader à côté. Bon. On claque en effet des dizaines de millions d'euros à indemniser face à un truc qu'on a réintroduit. Objectivement, c'est quand même dur à expliquer. Enfin, je vais pas vous mentir, je sais pas le faire. Et Emmanuel Macron en visite à Roquefort. Mais je trouve qu'il a totalement raison. Sa façon de le dire est assez étonnante quand même, oui. Philippe. Mais c'est vrai que réintroduire le loup et l'ours, en général, c'est pas les gens des Pyrénées ou des Alpes qui sont pour, c'est plutôt les bobos des quartiers centraux de Paris, où j'ai rarement vu un loup ou un ours. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Moi j'en ai vu des loups et des ours à Paris. J'ai croisé des sangliers dans les rues de Marseille. Ah oui. Oui, à Toulouse aussi, c'est arrivé. Ils se baladent. Juste une chose, moi c'est bon, tant l'agriculture, je n'y connais rien, mais j'inviterai le président à mener la même réflexion sur d'autres sujets, sur des fermetures qui nous ont coûté et aujourd'hui il faut réouvrir, ou sur des projets qu'on a lancés pour s'apercevoir derrière que finalement on perdait beaucoup d'argent là-dedans. Ouais. Par exemple, la purification de la Seine pour les Jeux Olympiques, ces projets. La purification, oui, je savais pas le mot exact. Non, mais je pensais pas qu'il s'était passé quelque chose, puisque j'attends toujours qu'on puisse se baigner. Ils ont fait des épreuves quand même. Si on peut, il paraît. Moi, j'ai pas essayé. Non, mais allez-y, Philippe. Non. Sur le fond, pas de commentaire évidemment, on le rejoint. En revanche, c'est toujours un peu étonnant dans le chef de l'État de s'occuper de ce genre de contingence. Il semblait qu'il y avait un gouvernement, il semblait que c'était plutôt le travail du gouvernement, voire même encore moins. Bon, ça c'est dit. Il est occupé. Allez, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces grèves dans les airs. Les contrôleurs aériens bloquent toujours des dizaines de milliers de voyageurs. Le deuxième syndicat réclame donc de meilleures conditions de travail, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que cette grève qui pénalise toutes les compagnies vous semble compréhensible? À la question, la grève des contrôleurs aériens en période de départ en vacances est-elle un abus de pouvoir? Vous dites oui à 79%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour en parler, François Delétraz sera avec nous, président de la FNOT, qui est la Fédération nationale des usagers des transports. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Minibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. On ne sait pas si vous vous êtes abonné à cette chaîne. Samuel, vous êtes abonné à la chaîne Sud Radio ? YouTube. Je suis abonné au compte Twitter, je suis abonné au LinkedIn et je vous suis également sur Instagram. Qui ça, moi ou la radio ? Non, la radio, d'accord. Suivez-moi quand même aussi, on sait jamais. Ça me fera un auditeur de plus, on sait jamais. Philippe, c'est bon, tout le monde est abonné là. On en est où d'ailleurs, Maxime Sénat ? Par rapport à hier, toujours pareil. Allez, 1 021 000, je vous le fais à Le problème, c'est que je ne vais pas avoir le chiffre très précis, je reviens vers vous dans un quart d'heure. Un quart d'heure ? Vous avez un ordinateur très rapide, c'est moi qu'on puisse dire. Mais vous savez qu'il s'est passé des trucs depuis les années 80 quand même. Je sais pas, moi je suis toujours sur IBM. Allez, autour de cette table, Loïc Guérin qui est avec nous, Samuel Botton et Philippe Bilger, bien entendu. Tout de suite quoi, le jeu ? Le jeu, oui. Ah, le jeu, d'accord. Ah oui. On va faire des cadeaux là. Ah oui, alors on va offrir des cadeaux. Après ça, on va faire des gens contents, hein, vraiment. Alors, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 €. J'ai bien dit 1 200 €, ce qui est beaucoup d'argent hein, pour vos prochaines vacances dans les clubs hôtels Bellambra. Alors vous pouvez partir en famille, entre amis. Vous allez choisir parmi ces 45 clubs hôtels vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Et c'est facile, si vous voulez jouer. C'est le 0826 300 300. Et à qui vais-je demander ? Philippe Bilger. 3. C'est le 3e appel au standard. 0826 300. Et si vous êtes sage, vous partez avec Philippe David. Allez. Ah bah là, ça vaut plus de 1 200 € là, dans ces cas-là. En revanche, ça vaut en bouffe. Ça coûte cher en bouffe. En bouffe, ça vaut. C'est mieux l'avoir en photo qu'en vrai. Voilà. C'est le cadeau de toute une vie. Non, même en photo, ça rentre pas parfois. Faut dézoomer. Il faut du panoramique. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Trafic aérien très perturbé en cette période de départ en vacances. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, n'a pas voulu céder aux revendications des contrôleurs aériens qui dénoncent un management toxique. C'est un peu le bazar ce matin à Orly. Les aiguilleurs du ciel, vous dites, c'est une caste. Ils se prennent pour les maîtres du monde parce qu'ils gèrent les décollages et les atterrissages. Et c'est vrai que sans eux, rien n'est possible. Mais ils se pensent intouchables. Vous savez pourquoi ils sont en grève ? C'est qu'ils refusent la badgeuse, la pointeuse. Ils ne veulent pas être surveillés. Ils ne veulent pas que leur hiérarchie se mêle de leurs horaires. On est un peu sur le choc, donc voilà, ça nous gâche entre guillemets notre semaine de vacances. Une grève de 2 jours des contrôleurs aériens français perdure le début des vacances d'été de dizaines de milliers de voyageurs. Les compagnies aériennes sont donc appelées à annuler 40% de leurs vols au départ ou à l'arrivée des aéroports Paris, Charles de Gaulle et Orly. Alors parlons vrai, est-ce que, vu leurs conditions de travail, les contrôleurs aériens ont matière à se plaindre? Et à la question, la grève des contrôleurs aériens en période de départ en vacances est-elle un abus de pouvoir? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe, on a tendance à taper sur la SNCF, mais là, on est dans le même cas finalement, puisque départ de vacances, catastrophe. Oui, mais alors... comment dirais-je, si j'avais mauvais esprit, je dirais que qu'on pourrait se poser la question pour le processus de la grève en France. On peut parfois considérer que derrière la grève, aussi justifiée qu'elle soit parfois, il y a une forme de très léger sadisme social. Les contrôleurs aériens, à la fois, leur rôle est capital, donc je conçois qu'ils doivent l'exercer dans les meilleures conditions possibles, mais je crois savoir, ma chère Cécile, mon cher Philippe, que apparemment ce ne sont pas les professionnels les plus mal lotis en France. Mais je ne connais pas leurs conditions exactes. D'ailleurs, 0826 300 300, si vous travaillez dans l'aérien, vous pouvez bien entendu nous appeler. Loïc Guérin. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai le souvenir presque à chaque moment clé, régulièrement, pas tous les ans, mais de manière très récurrente, ces fameuses grèves des contrôleurs aériens. C'est un peu... alors, on parlait de la grève de la SNCF, je crois, au moins aussi souvent, j'entendais grève des contrôleurs aériens pour des conditions de travail. Donc, on sait qu'on est en vacances. Oui, exactement. ça marque au moins la bonne nouvelle des vacances. En revanche, je me pose la question de savoir exactement quelles sont leurs conditions. J'avais cru comprendre, mais sans là aussi connaître bien leur situation, qu'elle est loin d'être très négative sur le plan pécuniaire, sur le plan des conditions. Surtout qu'ils ont pu faire usage, de manière assez outrancière parfois, de leur droit de grève. Donc j'ai pas l'impression qu'ils n'aient pas obtenu gain de cause au fil des années.
Je trouve pas qu'en termes de communication, en tout cas, ce soit optimum. Ils avaient 2 mois de vacances pour embêter tout le monde et mettre un peu la pression. Ils auraient pu au moins essayer de communiquer auprès du public, essayer de faire savoir quelles étaient leurs revendications. En termes de com, ça aurait été meilleur. Là, on a quand même encore une fois le sentiment d'être pris en otage. C'est assez désagréable. On est face à des gens qui sont pas là pour faire de la com, mais qui sont là pour mener un combat. Alors le premier point, c'est pourquoi cette grève ? Et la réponse, elle est européenne. À savoir essayer de revenir aux mêmes normes que les travailleurs aériens dans tous les pays d'Europe. Puisqu'il faut savoir aussi que beaucoup de règles dans l'aéronautique sont soumises à la Commission et au Parlement européen. Ça, c'est le premier point. Après, on fait semblant de découvrir ce qu'est le syndicalisme. Donc le syndicalisme, c'est 4 à 5 fois par an. Pour revenir l'année prochaine, on aura exactement les mêmes débats au même moment. C'est faire levier, avoir un levier de négociation. En l'occurrence, le levier, c'est le peuple. Donc vous arrivez en pleine période de vacances, dès le début, vous sabotez le premier week-end, vous faites beaucoup de mal, et forcément, derrière, ça devra appeler à une réponse. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur leurs conditions de travail, mais la réalité, c'est qu'ils veulent juste rattraper un retard qu'on a vis-à-vis de l'Europe. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je serai à leur place, je ferai exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a des grèves en fait de fin d'année. C'est pour ça que sur les premiers week-ends de vacances, on se frappe des grèves aériennes. Et c'est un problème avec lequel on vit depuis longtemps. Et sur le point de la grève, mon cher Philippe, je dirais que c'est une magnifique spécificité française qui fait toute notre singularité, et c'est aussi un acquis social. Le vrai risque est là, c'est que justement l'Europe peut aussi malheureusement avoir son mot à dire, et la concurrence est là. Demain, des contrôleurs aériens qui viendraient de sociétés privées extérieures, qui finalement seraient autorisés à prendre le relais, ça risque de leur pendre au nez. Exactement. C'est ce qui arrive déjà à la SNCF. Et voilà. Et c'est ça. Et après, on fera nos choix, on en a conscience. Notre invité, Christian Brouckaret, est avec nous, président de la FNOT, qui est la Fédération des usagers des transports Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un petit état des lieux pour bien nous réexpliquer ce qui se passe, et quel est votre avis, bien entendu, sur ce sujet. Là, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent aujourd'hui. Je suis en train de regarder. Confirme. Oui, je suis en train de regarder certains sites où on voit les avions voler. Il n'y en a pas beaucoup dans le Flight Radar et de France. Je ne me pouvais pas le dire parce que j'aurais dit à DSB, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Après, bon, le droit de grève est un droit légal. Maintenant, on peut se poser la question quand même sur certaines professions, s'il n'y a pas une obligation peut-être d'intervenir législativement pour que ça puisse être beaucoup plus encadré que ça ne l'est actuellement, parce que c'est vrai que les clients sont pris en otage et n'ont pas trop de possibilités de se rattraper, surtout sur des distances assez longues, comme ça peut être le cas quand on prend l'avion. Ça veut dire quoi, que faudrait sanctuariser un peu ces professions en disant il y a une équipe de secours en cas de problème, c'est ça ? Comme on dit, les astreintes dans les hôpitaux, par exemple. Voilà, où moi je suis un ancien des industries électriques et gazières, et quand il y avait une grève, on avait un ordre de réquisition qui faisait qu'il y avait un certain nombre d'agents qui étaient réquisitionnés pour les cas d'urgence. Et bon, alors sans être là des cas d'urgence, mais il y a quand même, je pense, il y a des week-ends qui devraient être sanctuarisés, mais on pourrait dire exactement la même chose dans le ferroviaire. Alors autant dans le ferroviaire, c'est relativement des courtes distances, on peut se rattraper en prenant une voiture, en prenant des bus. Quand c'est de l'aérien, là, c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'il ne faut pas oublier que comme c'est un cas de force majeure, il n'y a pas de compensation pour les clients. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous connaissez un petit peu leurs revendications essentielles ? Parce que comme ça arrive, comme l'a dit Loïc Guérin, rituellement chaque année, contrôleur aérien, je ne suis pas un spécialiste, mais on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils réclament exactement. Alors ça, c'est toujours la nébuleuse, on pourrait dire exactement pareil dans le ferroviaire. Et il est quand même dommage que ce soit pas plus, peut-être les journalistes ou les syndicats devraient expliquer qu'est-ce que demandent les salariés, et faire peut-être un comparatif, vous l'avez dit précédemment, avec leurs collègues européens. Oui, en fait, c'est ça, c'est s'aligner sur les règles européennes. 0826 300 300, Tony est avec nous. Tony, vous voulez réagir ? Oui, Tony. Oui, alors juste une petite blague. Moi, je dirais que les contrôleurs aériens sont des écolos, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. Celle-là, c'est bon ? Ça l'est faite ? Non, plus sérieusement, moi, je suis d'accord avec M. Bilger. C'est pas des nantis, mais c'est pas les plus mal lotis. En revanche, le droit de grève encadré, ça n'existe pas. Il n'y a qu'à voir les soignants. Quand ils font grève, ils mettent un brassard, ça change quoi ? Bon, et puis, bon, on parle des salaires. Moi, j'ai entendu parler
du manque d'effectifs. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un problème à Bordeaux, justement, parce que peut-être que la relève n'était pas arrivée, que celui qui devait attendre est parti, donc il y a peut-être un problème d'effectif. Et puis j'ai entendu parler de la pointeuse qui aimerait pointer au travail. Alors bon, il y en a qui le font. Moi, je le fais dans certains jobs que je fais. Mais, bon, peut-être parce que c'est un espace un peu stratégique de dire de pointer, de se dire qu'on est sûr que la personne est à sa place, parce que aiguilleur du ciel, c'est quand même pas anodin comme métier. Non, c'est pour ça que je suis mitigé et que effectivement, je suis un peu entre le cul les fesses entre deux fesses. Loïc Guérin. Rapidement sur le pointage, alors j'ai pas le détail des récriminations, mais on peut tout à fait imaginer pourquoi on pointe quand on est contrôleur aérien. Il y a aussi des obligations de santé, de fatigue, pour s'assurer qu'on ne reste pas trop longtemps. Je répète, le bureau d'enquête et d'analyse a recommandé en 2023 la mise en place d'une badgeuse biométrique pour contrôler la présence des aiguilleurs du ciel sur leur lieu de travail. Ça paraît pas aberrant pour un métier comme celui-là, non? Cet entretien après une collision évitée de justesse à l'aéroport de Bordeaux. Et le BEA, c'est son travail en plus, donc en général, il sait de quoi il parle. Voilà, Tony a rappelé justement les éléments qui m'étaient revenus en tête sur les remises à niveau et sur les problématiques. Et forcément, on est dans un problème à 50-50. Où je peux comprendre qu'il y ait besoin d'un contrôle sur les différents collaborateurs sur des métiers stratégiques, et en même temps je peux comprendre que de leur côté, pour le vivre moi-même en prenant l'avion, il y ait des besoins d'effectifs, parce qu'aujourd'hui vous prenez à peu près 40 à 50% des vols qui sont programmés de surcroît sur des compagnies low cost, vous en avez très peu qui partent à l'heure, ça engendre beaucoup de retard, et c'est principalement lié à des manques d'effectifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose, parce que ce conflit pour les pointeuses, ça m'a rappelé un conflit, c'était il y a plus de 30 ans, 33 ans, je crois, chez les dockers, lors de la réforme Le Drian, parce que jusqu'à cette réforme, il suffisait pour un docker de pointer et de rentrer chez lui, il avait sa journée payée. Et puis quand on s'est vu qu'il y en a beaucoup qui pointaient et qui rentraient chez eux, ils ont dit, faudra pointer, travailler et pointer pour repartir. Et il y avait eu une grève majeure dans les ports, c'était la réforme Le Drian. C'est le même problème que le fini parti. Que le fini parti chez les éboueurs. J'ai l'impression, moi, qu'il y a certaines professions qui ont une espèce de rente de situation dont ils peuvent jouir ad vitam aeternam. C'est un levier sur ta vie quotidienne. Oui, c'est éboueur, contrôleur aérien, contrôleur SNCF. Un levier sur la vie quotidienne des Français. Demain, les éboueurs s'arrêtent, on l'a vécu à Marseille. Ah bon, c'était une horreur au niveau des odeurs, alors là je m'en rappelle. Il faut intervenir l'armée pour déblayer. Voilà. Mais Christian Broucaret, est-ce que c'est pas... Mais l'armée aussi est intervenue sur les aiguilleurs du ciel pour les remplacer dans un certain pays. Aux USA, il y a plus de 40 ans, absolument. Christian Broucaret, il n'y a pas certaines professions qui sont, on a l'impression, qui pensent qu'ils vivent dans une tour d'ivoire et qu'on ne peut pas toucher à leur situation? J'allais dire à leur rente de situation. Même député européen. Ah ça aussi, mais ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Cher ami, il n'y a pas de problème. Christian Broucaret. C'est pour ça que ça va être difficile peut-être pour nos législateurs de légiférer par rapport à ce genre de situation. Parce que ça va peut-être remettre en cause pour eux aussi leur statut. Oui. Comment vous expliquez, Christian Broucaret, que le syndicat national des contrôleurs de trafic aérien, qui est quand même le premier syndicat, ne se soit pas, en tout cas, joint au mouvement? Comment on l'explique? Je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas des élections, des élections qui arrivent, alors des élections professionnelles bien sûr, et qui font que peut-être que les mentalités évoluent aussi, et qui se rendent compte de toute façon qui se font extrêmement mal voir par les clients, et que peut-être il vaut mieux préparer l'avenir et peut-être garder ce qu'ils ont actuellement. Alors j'entends bien, le droit de grève est légal, il n'y a pas de souci. Mais bon, s'ils doivent se mettre en harmonie avec leurs homologues européens, voilà, je sais pas. On n'a pas suffisamment d'éléments de toute façon pour juger cette situation. Le moment est mal choisi, ça c'est une évidence. Et je vous dis, malheureusement, c'est que les clients, eux, ne seront pas compensés de la perte qu'ils auront. Eh ben voilà, c'est ça que c'est-à-dire que c'est une perte sèche. Ça veut dire qu'ils ont perdu l'avion, ils ne seront pas remboursés de rien. Oui, parce que quand vous prenez un billet non remboursable, non échangeable, etc. Comment ça se passe pour les passagers? Mais comment ça se passe pour le passager? Comment ça se passe? Pour qu'il soit pas le dindon de la farce, hein. En général, comme là, c'est un cas de force majeure, la compagnie, elle ne va pas compenser, quelle qu'elle soit. Hormis si vous avez pris une assurance annulation. Ah oui. Si je peux me permettre, très cher, est-ce que les normes européennes qui légifèrent sur les compagnies aériennes n'ont pas anticipé ce cas de figure pour permettre, sur des cas très spécifiques, le remboursement des passagers? Je crois que j'ai souvenir de quelques lignes comme ça dans les projets de loi. J'ai pas le souvenir parce qu'on est très souvent impacté justement. Appelez-moi Yann pour une pivette tout de suite. Voilà. Alors Ursula von der Leyen plutôt.
en tant qu'association de consommateurs, on est souvent consulté, et particulièrement, je vous dirais, ça peut paraître bizarre, mais plus sur les voyageurs aériens que sur les voyageurs du ferroviaire. Et j'ai jamais eu ce genre de questions, parce que autant ça se fait de façon automatique quand c'est la compagnie qui annule un vol, ça, il n'y a pas de problème, c'est établi. Mais par contre, sur un cas comme ça, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de compensation. Samuel Boto. Je crois que Christophe Madrol, qui est une vraie voix, pourrait répondre à votre question, parce que j'ai souvenir qu'il a travaillé sur ce projet. Lui ou un de ses collaborateurs à l'époque, j'en suis à peu près on lui sûr. demandera un de ces quatre quand il viendra ici. Il y a une question quand même qui me vient à l'esprit. Je prends l'exemple des dockers qui ont fait que nos ports aujourd'hui, je vous prends un exemple, nos ports de containers en France font moins tous réunis qu'en Belgique, Anvers, qui est quand même pas un très grand pays, ou aux Pays-Bas, Rotterdam. Est-ce que ça risque de dérouter certaines compagnies internationales, transcontinentales, pour amener ces passagers, ces voyageurs, ces clients en Europe? Elle dit, je vais aller à Bruxelles, je vais aller à Barcelone, je vais aller ailleurs parce que les aéroports français, c'est moins fiable. Ça risque de se poser comme question? Alors moi je pense que c'est fort possible, parce que déjà on voit l'émergence par exemple en Turquie, qui devient un très gros énorme hub que Istanbul Atatürk, vers le sud-est, tous les pays du sud-est. Et même aujourd'hui, Charles de Gaulle, même si ça nous paraît très important, c'est un même par rapport à, par exemple, à Amsterdam. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Merci en tout cas, Christian Boucaré. Je crois qu'il a la réponse, notre ami. J'ai que le début parce que l'écran est trop petit, donc je vais faire attention. Mais apparemment la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les jurisprudences françaises sont variables sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est effectivement une exonération, il n'y a pas d'obligation de rembourser. Et dans d'autres, au contraire, on a des recours possibles. Voilà, sous réserve de regarder un peu plus vite et un peu mieux. Voilà, l'équivoque n'est pas levé. Un bon avocat, 0826 300 300. On va vous donner le numéro de téléphone de Loïc Guérin. Il y a combien de passagers? 40% de vols? Ça fait un petit peu un bon nombre de dossiers. C'est hors de ma compétence, mais non, c'est jamais. On trouvera les gens. Merci beaucoup Christian Boucaré, président de la FNOT, Nouvelle-Aquitaine, et Fédération des usagers des transports. Allez, vous restez avec nous, on garde Tony, nos vraies voix, et dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et ils en ont dit des bêtises. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Cécile de Ménibus. Retour des comment je pourrais vous dire, des fous, du c'est qui l'a dit, c'est ça. Hein. Bon, enfin, il y en a un qui est quand même plus fou que les autres sur le qui c'est qui l'a dit. Je me fie beaucoup à Sagi, reconnaissez. Heureusement. Et donc je gagne un peu d'avantage. Gagner un peu d'avantage en français, ça donne quoi? Ça donne gagner un peu d'avantage. D'accord. Je crois que c'est une demande officielle. Avec autour de cette table Samuel Boton qui est avec nous, Loïc Guérin et Philippe Bilger, bien entendu. Et Tony est avec nous, mon cher Tony. C'est à vous de... Mais attention, la façon de lancer le jingle peut jouer sur la victoire. Allez-y. Alors, je suis désolé, excusez-moi, mais le qui c'est qui l'a dit, on n'est pas là pour voir tout pipi, ok? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ça envoie. Tony, écoutez bien. Bien sûr. Question, qui c'est qui l'a dit? Les petits hommes gris de Bercy, c'est comme le cholestérol, il n'en faut pas trop. Tanguy. Non. Ah non, c'est pas le même parti que Tanguy. Non. C'est un maire de grande ville. Qui a une double fonction. C'est pas Lisnard? Absolument. David Lisnard, président de l'Association des maires de France. Qui c'est qui l'a dit, Tony? Les écologistes n'ont que des amis à gauche. Oula, tout le monde peut dire ça. Tanguy, ça pour le Non. Non. Ah non. Donnez un nom, Tony. Non, je sais pas, honnêtement, allez-y. C'est une femme. Ok. Elle aime le vert. Tondelier, non. Tondelier, Tony, c'est bien. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. C'est à vous, Cécile. Non? Ah bah non, c'est moi qui ai fait Tondelier, donc le suivant. Vous avez des preuves? Oui. VAR. Question, qui c'est qui l'a dit? Nous avons toujours demandé le départ d'Emmanuel Macron. Il est dangereux dans le pays, mais pas sa destitution.
Trop facile, je l'ai écouté 2 fois, Tanguy. Voilà, c'était bravo. ce matin sur Sud Radio. Absolument, mais... Il est en forme, Tony. Hein. Vous dormez? Ça va ça va, d'accord. Ça dort, là, Philippe, ça dort. Ouais, ça dort. Ça, Oui. non, c'est une autoroute pour vous, là, Tony. Moi, je garde toujours le silence en garde à vue. Hein. Sauf à tomber de votre avocat. Je ne dirai rien, mais c'est un jeu. Non, je ne dirai rien. Qui c'est qui l'a dit, Tony? Je suis favorable à rendre imprescriptibles les crimes contre les enfants. C'est une révolution que nous devons aux victimes. Oh, le vieux brûleur. Non. Non, surtout pas. Darmanin ce matin. Bonne réponse de Samuel Botton. Qu'est-ce que Sam fait? Darmanin. Darmanin. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Donc, comme tu vas parler de son week-end, il est revenu au travail déjà. Mais là, il a tort. On va lui proposer de retourner en week-end. Question, qui c'est qui l'a dit? Les meilleurs ministres de ce gouvernement sont ceux de droite. Alors, c'est pas quelqu'un de gauche, hein. Non. Ah bon? Non, je sais pas. Tony, allez-y. À l'instant, je dirais Retailleau. Non. Il est dedans. Non, il Non, n'est il pas est pas dans le gouvernement. Non. Bocquet. Il a non. été... Il a été ministre. Il fut... Pécresse, non. Non. Il c'est un homme. Ouais, donc, c'est... fromage... Fromage, Ça peut valoir. Roquefort. Non, Il n'y a pas eu de ministre appelé Roquefort. Ah oui, Copé, bonne réponse. Jean-François c'est Copé. long. Maire de Meaux. Et avec le bris de mots, bien évidemment. Bien entendu. Qui c'est qui l'a dit? Tony, sur la hausse de la contribution de la France au budget européen. Si on est aussi nul dans les négociations, il faut aller planter des fraises et arrêter de vouloir diriger le pays. Marine Le Pen. Bonne réponse, oh là là, de Tony. Président de la du Rassemblement Oui, national Tony. à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit? Bruno Retailleau est quelqu'un de très intelligent, mais j'alerte sur le fait qu'on a 2 jambes à tenir, le nucléaire et la question des énergies renouvelables. Jean Covici. Non, c'est une femme. non, c'est pas Jean Covici, non. C'est une femme. C'est la ministre de la Transition écologique. Non, c'est pas Valérie du tout, Runacher, du non. tout, du tout. Chapaz. Non. Non. C'est une femme qui est très pushy, qui balance Oui. et qui est assez décriée. Non. Et parfois, elle sort le bâton. Non, et qui est le au bâton. gouvernement. Au gouvernement, le Mhm. bâton. Et on lui dit un coup vous êtes avec lui, un tout coup. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est pas Prima, non. Non, c'est pas Prima. Quand je dis qu'elle sort le bâton, c'est assez Oui, logique. mais on cherche. Et elle le est bâton. souvent dans les gouvernements successifs. Elle trouve toujours une place. Et pas son, daté. son prénom dit qu'elle se lève tôt. Elle se lève tôt. Aurore Berger. Bonne réponse, c'est Samuel Botton qui a été le plus rapide. Berger. Oui, le bâton de Berger. Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité, Non, parce qu'elle s'est homme-femme. déclarée prête pour 2027 il y a 2 jours. Oui. J'étais troublé. Qui l'a dit sur la tribune signée par Bruno Retailleau pour la relance du nucléaire? C'est dramatique, c'est irresponsable, c'est du populisme le plus basique. Tony. J'aurais dit Tondelier, mais non. Non. Non, mais c'est la ministre de la Transition écologique. ça. Bonne réponse de Loïc Guérin. Agnès Pannier-Runacher. C'est ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. C'est ça. Mais écoutez, Ah, Tony a gagné. Tony s'est imposé. Bravo. J'ai pas triché là. Non, bah non, vous n'avez pas triché. Et non. je vous l'avais pas dit, Tony, que vous alliez gagner? Oui, c'est vrai. Vous l'avez J'ai des dons. J'ai des dons de voyance. Je pense que Sud Radio devrait offrir quelque chose Vous aux n'avez pas vu vainqueurs. que j'allais partir en voyage avec vous, cette île alors. Ah bah écoutez, si c'est une proposition, on peut en discuter, on peut échanger. Ouais, d'accord. Suis-je le 3e appel au standard du bel en bras? Non, je ne suis pas. Je vérifie ça, Tony, je vérifie ça, et puis on en reparle. En attendant, vous avez été un candidat très sympathique, Ah oui. et c'était un plaisir de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, on vous embrasse. Et comme Tony, si vous voulez bien sûr être une vraie voix, vous nous appelez au 0826 300 300, et Aude sera ravie en tout cas de vous accueillir. Dans un instant, le journal et puis la météo de Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. J'ai l'impression que José Bové a vraiment fait des émules. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, c'est ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. On est ensemble avec Philippe David et autour de nous, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Loïc Guérin, avocat pénaliste. Et celui dont Philippe David pourra le plus avoir besoin, c'est bien sûr Loïc Guérin, pénaliste.
C'est sûr. J'ai l'impression que par rapport à moi, Al Capone était un petit joueur à vous entendre. Non, vous reconnaissez cette petite musique, Philippe? Ah oui, là c'est que du bonheur. On sent que ça sent les vacances. Il y a des gagnants. 0826 300 300 et c'est Juliette qui est avec nous. Bonsoir Juliette. Bonsoir Juliette. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Comment allez-vous? Bien et vous? Oui, je suis en vacances demain soir. Donc écoutez, ça tombe bien. Et vous nous appelez pourquoi? Parce que j'ai entendu qu'on pouvait gagner un séjour Bellambra et j'aimerais bien partir avec ma petite famille. Ah, on l'a déjà donné à quelqu'un, c'est dommage. Ah non. Vous êtes obligé d'emmener Philippe. C'est ballot. On va lui reprendre. Je suis contente de vous avoir eu au téléphone. Oh, mon petit chat, c'est pas vrai. Alors écoutez bien, Juliette, vous avez gagné un bon cadeau pour un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un de nos clubs hôtel Bellambra, niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations à la montagne, à la mer et à la campagne. Et comme vous venez de Marseille, vous serez en vacances à Marseille. Non, mais non, je plaisante. Oui, je sais bien. Vous choisissez bien entendu. T'es très blagueuse. Elle est rigolote, En tout cas, 45 clubs, hôtels, vacances. Comme ça, vous choisissez votre destination à la mer ou à la montagne. Vous pourrez partir avec qui vous voudrez, bien entendu. Vous faites quoi dans la vie, Juliette? Je travaille dans le médico-social. On aime bien ça, on aime bien. Vous écoutez souvent Sud Radio? Jamais. Oui, j'écoute tous les jours. Tous les jours. Et les vraies voix? Magnifique. Et vous préférez Philippe ou moi? J'adore faire ça. Tous les deux. Oh, merci. Mais un peu plus quand même. Je me prononcerai pas. Non, mais il y en a un qui est terriblement sexy. Ouais. Mais j'ai entendu, je ne me prononcerai pas, mais je préfère Cécile. Mais bon, c'est ce que j'ai entendu. Alors Juliette, comme vous êtes de Marseille, pour gagner absolument le séjour Bellambra, il faut dire au micro de Sud Radio, j'aime le PSG. Vous pouvez ou pas? Ne le faites pas. Non, je pourrais pas. J'ai mon copain qui me fait les gros yeux à côté. C'est pas possible. Qu'on embrasse d'ailleurs. Je suis à 2 endroits en même temps. Samuel Botton est Marseillais et supporter de l'OM, c'est pour ça. C'est comme dans le film. Allez, le PSG. Juliette, merci en tout cas de nous écouter. On est très heureux. Vous aussi, bonnes vacances. On est très heureux de vous avoir offert ce cadeau et profitez-en bien et envoyez-nous une carte postale. Oui, avec plaisir. Bon, même si ça se fait plus ou numérique en tout cas. Allez, on vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. À très bientôt. Allez, 0826 300 300. Vous nous laissez des messages. On écoute vite fait. Sarkozy, Bardella, non merci. Sarkozy a fait venir Hollande et après soutenu Macron. Il a fait du mal à la droite. Et j'étais au Conseil national et à la réunion des LR samedi. Des gens différents, des tranches d'âge différents, le même ressenti. Il a trahi son parti, il a trahi la France correcte qui voulait la relever dès 2007. Donc, que Bardella fasse ça, ils verront. Voilà, merci pour votre message. Philippe Bilger. Alors, rapidement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une légère critique de Nicolas Sarkozy. Un peu quand même. Je suis d'accord. Et Jordan Bardella fait une critique. C'est une mauvaise chose pour Bardella de s'être affiché avec mais je suis Nicolas Sarkozy. Globalement d'accord pour gagner du temps. Je suis étonné de voir que Nicolas Sarkozy exerce encore une fascination sur nos politiques actuelles. Je pensais qu'on était passé à autre chose après sa 3e place à la primaire. Et visiblement, Bardella est c'est pas mal. est toujours en quête de chiracisation. Je ne vois que ça, des costumes élargis, des nouvelles lunettes, aller chercher le Sarkozy. Bon, c'est timide. Le gain. Ça me semble être assez contre nature. J'avoue que je suis assez étonné. Ouais. Pas sûr que ce soit un bon mouvement politiquement en tout cas. C'est le rassemblement des droites. Je pense que c'est ce qu'ils disent tous à un moment. Ça choque pas plus que ça finalement. Malheureusement, on a eu un débat passionnant hier là-dessus. Absolument. Ils ont peut-être parlé de judiciaire. Oui, merci en tout cas pour vos messages et continuez à nous laisser des messages sur le 0826 300 300. L'important c'est qu'on les diffuse et que vous puissiez avoir le plus largement la parole à Sud Radio et c'est pour ça qu'on est là. Dans un instant, il veut la parole absolument. C'est Philippe David. De quoi parle-t-on? Quand j'entends ce que disent certains députés, je me dis, pince-moi, je rêve. Et vous allez voir, là, ça dépasse pratiquement tout ce que j'avais imaginé. Comme d'habitude, quoi. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Le fameux Philippe David qu'on aime tous. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur vous, Philippe David, mais on a oublié de vous dire qu'on est toujours très content de travailler avec vous. Et réciproquement, je suis très heureux de travailler avec vous également. C'est un vrai bonheur. Cette saison, on l'a pas vu passer. Vous en parlerez à la compta ou pas? Ça s'appelle un tacle, les 2 pieds décollés du sol. Philippe Bilger est avec nous, Samuel Botton est avec nous, expert en communication et chez Step Conseil, et Loïc Guérin, avocat pénaliste. Et tout de suite, bien sûr, The Famous Philippe David.
David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Poitiers, préfecture de la Vienne. Pourquoi Poitiers ? Parce que les propos qui ont été tenus en public dimanche dernier par une députée écologiste, propos qui sont sortis hier soir grâce aux réseaux sociaux, laissent franchement pantois. On écoute ceci. Il y a quelqu'un dans l'Assemblée là qui est assez en colère, j'ai l'impression. Vous avez demandé si on pouvait légalement percer des canalisations. Légalement, on ne peut pas. Mais si jamais, moi si j'étais une femme de la trentaine, ce que je suis, si j'avais 2 petits garçons de moins de 2 ans, c'est le cas, et si je m'inquiétais pour leur avenir, c'est le cas, je trouverais ça légitime que des militants écologistes aient recours au sabotage. La voix que vous venez d'entendre est celle de Lisa Bellucco, députée écologiste de la Vienne, qui explique doctement que le sabotage au nom de l'écologie ne lui pose pas de problème. Des propos pour lesquels le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé ce matin qu'il allait saisir la justice. C'est bien le moins qu'on pouvait attendre. Et ces propos sont d'autant plus révoltants qu'ils sont tenus par une parlementaire qui vote les lois, des lois qu'on peut outrepasser à coups de pince Monseigneur ou de pain de plastique, selon l'objectif à saboter. Heureusement que les écologistes mettaient la bouche en cul de poule en prenant les routerets quand certains parlaient d'écoterrorisme, notamment au moment des émeutes à Sainte-Soline. Mais le sabotage de construction légale n'est-ce pas du terrorisme ? Quand les indépendantistes corse plastiquent une maison, on parle de terrorisme. Pourquoi le terme de terrorisme ne s'appliquerait-il pas dans le cas de sabotage d'autres constructions ? Imaginons si un groupe qui refuse les éoliennes décidait de saboter les chantiers qui travaillent à leur installation. Les écologistes hurleraient au scandale, au terrorisme d'extrême droite, fait par des climato-sceptiques, et si les auteurs étaient des hommes, n'hésiteraient pas à parler du fameux masculinisme toxique cher à Sandrine Rousseau. Mais finalement, ces propos ne sont pas surprenants quand on voit que quand José Bové a démonté un fast-food, il a été encensé par toute l'ultra-gauche au point de finir député européen sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Qui a dit qu'on jugeait une époque à l'aune de ses héros ? Vous avez raison, et c'est infiniment grave. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir que Bruno Retailleau en a pris acte et qu'il a ordonné une enquête ou saisi en fonction de l'article 40. Non, mais franchement, quel dommage qu'on ne puisse pas aboutir à des sanctions d'exclusion immédiate. Je suis bien en démocratie, mais par moments, je rêve d'un régime qui aurait tellement d'autorité qu'il nous sortirait les ineptes de la vie parlementaire. Enfin, franchement. La parole à l'avocat, je ne sais pas s'il va être de la défense ou des partis civils. Sur le plan politique, ce genre d'ineptie, je vais avoir du mal à le défendre. Après, si ça vient du judiciaire, on fera le travail, mais sur le plan politique, non, c'est assez déplorable. Et c'est surtout assez caricatural de ce parti qui est dans l'outrance permanente. Cette espèce d'arrogance d'une vérité qui serait absolue, monolithique. Je sais, vous ne savez pas, nous avons vu l'avenir et nous sommes les pourfendeurs nécessairement et les garants de cet avenir brillant. J'ai pas eu le sentiment, quand ils étaient heureusement modestement au pouvoir, qu'ils aient fait des étincelles là où ils étaient. Samuel Botton. Ce sera très rapide, le sujet ne m'intéresse pas, et par contre ça recoupe à certains égards une conversation que j'avais eue avec Philippe et d'autres vraies voix, notamment Françoise. C'est d'une part le devoir de réserve des parlementaires et surtout la baisse de niveau que nous avons dans nos hémicycles. C'est-à-dire moi, pour être passé par l'Assemblée nationale comme collaborateur parlementaire, aux alentours de 2016-2017, et j'ai souvenir quand même qu'il y avait un hémicycle où on pouvait ne pas être d'accord, mais il y avait de la vraie joute oratoire. Aujourd'hui, on est face à des parlementaires qui sont, alors, pour reprendre cette phrase mitterrandienne, dans le coup d'état permanent. Et là, on en est dans l'illustration. Alors, je ne sais même pas de quel sabotage je parle. Des installations agricoles dont les écologistes ne veulent pas. Bon, vous m'auriez dit saboter une borne à incendie pour arroser les enfants du quartier, je vous aurais dit oui. Là, effectivement, on est dans le n'importe quoi, donc bon, passons à autre chose. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le congrès des maires de Île-de-France se déroule à Liborne en ce moment même, avec de grosses questions sur le logement à moins d'un an des élections municipales. Un accès à la propriété de plus en plus difficile, et pas que dans les grandes villes. Conséquence, un parc locatif qui se sclérose, pas forcément aidé par les normes de rénovation thermique, même si l'épisode caniculaire a montré quand même les limites de la vie dans un logement mal isolé. Cet après-midi, en tout cas, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu sur place à ce congrès des villes de France, à Libourne, en Gironde. L'association
représente les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Le ministre de l'Aménagement du Territoire aussi, François Rebsamen, était attendu sur place. Il semble qu'a priori, François Bayrou ait passé son tour. D'ailleurs, ça nous vaut un communiqué assez salé de l'association Ville-de-France qui regrette un manque d'intérêt, un manque de considération. On retrouve pour en parler à Libourne Sylvain Lévy-Valency de l'émission Parlons Immo sur Sud Radio, cofondateur aussi de Radio Immo. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. D'abord peut-être cette absence remarquée, si je comprends bien, de François Bayrou. L'association Ville-de-France est vraiment pas contente. Qui a marqué d'ailleurs le désintérêt du Premier ministre à l'égard des villes de France, notamment avec un communiqué de presse qui a été publié pas plus tard que cet après-midi. J'ai croisé également François Rebsamen et Bruno Retailleau qui étaient également présents. Alors effectivement, c'est pas forcément un bon signal. Il faut juste comprendre que l'association Ville-de-France, vous savez, ça regroupe plus de 200 villes, comme vous le disiez très justement, de 30 000 à 100 000 habitants. Alors c'est pas un terme forcément flatteur, vous savez, de dire ou très flatteur de dire ville moyenne, mais c'est surtout des villes accessibles, belles à vivre, dynamiques et surtout à taille humaine. Alors ce congrès, il est très important, parce que il s'établit aujourd'hui dans un contexte particulier, à l'aube de la présidentielle des municipales de 2026. Tout ce préambule autour de grands thèmes abordés. Parmi ces 2 jours, on va parler de la sécurité, de l'autonomie budgétaire, du pouvoir d'achat, de l'environnement, bien évidemment, et ce qu'on appelle les bouilloires, vous savez, les bouilloires thermiques, qui font qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement important, les innovations numériques et surtout, bien évidemment, les budgets, la redynamisation des centres-villes et surtout, bien évidemment, le logement. Et apparemment, le logement, ça va être la question cruciale des municipales de 2026. C'est certainement une des questions centrales qui sera la préoccupation des maires de villes moyennes. Et je vais vous dire, il y a un sondage qui a été publié pour Ville-de-France avec IFOP, où les Français sont 87% à plébisciter le mandat du maire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir le comportement des Français à l'égard des politiques. Ils aiment leur maire, mais ils détestent les politiques, ils détestent le Parlement, ils y trouvent peu ou pas d'intérêt, avec des rétropédalages en permanence, mais c'est aussi le jeu de la démocratie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser notre cher procureur Bilger, je pense que le renforcement d'un pays trop fort empêcherait toute dynamique de parole. Je pense qu'il y a un exemple à donner. C'est ce que font aujourd'hui les maires de France. Ils sont avec nous à Libourne jusqu'à demain avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de passion dans l'engagement de l'élu local. Merci beaucoup Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve dans l'émission Parlons Immo sur Sud Radio le samedi matin dès 9h15 dans la matinale de Jean-Marie Bordry. Merci beaucoup de nous d'avoir traité ce sujet. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette information à Cécile de Colère et Jacques Paris juste après le tour de table de l'actu. Inculpé en Iran, accusé d'espionnage pour Israël et de complot contre le régime, et il risque la peine de mort. Si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300. Mais dans un instant, le tour de table. On va parler de Gérald Darmanin sur la plage. Avec vous, Samuel Bouton. Question pour un champion. Oui. Et vous, Loïc Garin. D'un autre magistrat, le juge Renaud. Oui. Dont on fête un triste anniversaire. Ouais. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, bien entendu, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Heliopol, que vous pouvez toujours trouver, bien entendu, et acheter pour cet été, par exemple. Philippe? Bien sûr. Absolument. On achetait. Et puis, sur la plage, ça peut se lire. C'est pas la Pléiade, donc ça va. Non, voilà, c'est très sympa. Samuel Bouton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et Loïc Guérin, avocat pénaliste. Et tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Le tour de table. De l'actualité. C'est Maxime. Un très bon générique. On peut faire confiance à personne dans cette équipe. Il a du talent. Oui, il a du talent. Oui, ça nous fait dire des âneries. Mais j'y vais là. Vous voulez aller où? Non, le hasard a fait que, comme j'achète Paris Match tous les jeudis, j'ai vu une page consacrée à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui a pris 3 jours de repos avec son épouse. Et je suis très rapide là-dessus.
étant un Français totalement ordinaire, mon premier mouvement a été de dire mais qu'est-ce que c'est que ces politiques tout de même qui, au lieu de travailler, vont prendre 3 jours de repos, c'est scandaleux. Et puis évidemment, là, le bon sens est revenu dans mon crâne et je me suis dit mais au contraire, voilà un homme qui a le droit de prendre 3 jours de repos avec son épouse parce qu'il a un très bon garde des Sceaux, qu'il doit être crevé et qu'il travaille énormément. Donc j'ai voulu en très peu de temps montrer les alternances par lesquelles on passe. Oui. Alors, je peux ? Oui. Je ne vous pensais pas aussi subversif. J'ai été étonné. Et pour dire une chose, qui partent en vacances, on s'en fout. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait une OP de com dans Paris Match. Voilà. Qui est une opération de com dans Paris Match. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est votre ministre de tutelle. Oui, c'est le ministre de tutelle officiellement, oui. Pas du barreau. Enfin, le barreau n'a jamais Non, pas tellement. Mais enfin, il gère quand même un petit peu la contingence que l'on est obligé de subir chaque jour, ou que les justiciables subissent à travers nous. C'est-à-dire des dossiers qui avancent pas, des effectifs qui sont à pleurer et des conditions matérielles qui sont encore plus à pleurer. Non, mais il a raison de prendre des vacances, tant mieux pour lui, et peut-être que ça nous en fera aussi. Il passera pas ses vacances avec Sarkozy, pas ses vacances avec Vous avez demandé le cabinet du garde des Sceaux, n'inquiétez pas. Moria qui a écrit le désert de l'amour. Si vous voulez que je développe, je peux développer, mais la CRPC criminelle ou les idées saugrenues qui sont en train d'être énoncées par le ministre en question, je pense qu'effectivement il a besoin de repos. Et joyeux Noël, Félix. Samuel Botton. L'arrêt de question pour un champion, j'étais sur mon transat quand j'ai découvert l'information. Alors, j'ai encore été un qui prend des vacances. À la force mais des pas choses. dans le Var. Si. Ah bon, en plus. Il est marseillais. Oui. Donc bon, j'ai découvert ça et puis après tout ce qui s'en est un peu en suivi, donc des déclarations de Stéphane Sidbon Gomez au live Twitch de Samuel Etienne. Non, mais pour expliquer qui est Sidbon Gomez, qui est le numéro 2. Le numéro 2 de France Télévisions, bras armé de Delphine Arnaud depuis plus de 10 ans. Qui est la patronne. Donc bon, l'info tombe. Et là, je me dis, bon, donc réflexe naturel, aller voir les audiences, la courbe un peu de l'émission depuis la reprise de Samuel Etienne. Alors, France 3, qu'on a tendance à reléguer au second plan, est quand même une très très bonne chaîne en termes d'audience, notamment sur les prime time. Et question pour un champion a cette spécificité d'être au-dessus des courbes de moyenne d'audience de la chaîne au global, avec 1,3 million de téléspectateurs, ce qui représente des parts d'audience non négligeables. Par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'on est peut-être arrivé au bout d'un cycle, qu'il y a un renouvellement des animateurs, qu'il y a un renouvellement des concepts et des jeux télé, et surtout qu'elles sont en train de se projeter sur la suite. Alors Samuel Etienne, j'ai l'impression de voir cette nouvelle version de Julien Lepers qui ne veut pas forcément quitter le jeu et qui rentre dans la personnification à outrance. Alors il a dit, moi s'il faut que je m'en aille pour que l'émission continue à tourner en quotidienne, il n'y a pas de souci. J'ai un peu de mal à croire à ça et de toute façon il est acté que l'émission va continuer le week-end et puis en fait c'est se projeter sur l'après, ce que sera le monde de la télé de demain, et on en a déjà les prémices puisqu'il y a quelques semaines TF1 a annoncé un partenariat de diffusion avec Netflix et aujourd'hui c'est nos amis de France Télévisions qui dégainent avec Prime Video. Donc voilà, l'avenir est au digital. La télé traditionnelle survivra et il y a de beaux jours aussi devant elle, mais il faut laisser la place à de nouveaux concepts et à de nouveaux présentateurs. Philippe Bilger, fan de questions pour un champion? Pas du tout. Je n'ai jamais été un champion pour les questions. Loïc Guérin? Sur la question pour un champion, rien. Ah oui. Non mais c'est vrai que la télévision est en train de se transformer. Et puis finalement, tous les animateurs masculins de France Télévisions sont en mutation, si je puis dire. En partie, certains à M6, d'autres qui ont arrêté. Vous avez aussi des présentatrices féminines, Laurence Boccolini, il n'y a pas longtemps, qui a été débarquée et qui, j'espère, trouvera refuge. Après, il y a plus de femmes, c'est plutôt pas mal. Ça change un peu. Ça va dans le sens du mandat de Delphine Arnaud depuis qu'elle est là. Et parfois, on est étonné par certaines décisions. Moi, j'aime énormément un présentateur, Julien Arnaud. Oui. Et je crois qu'il est très menacé maintenant. Il est relégué à Télématin Week-end et c'est le week-end qui va prendre la semaine. Et j'ai parfois l'impression que les meilleurs après, vous n'êtes pas sûr qu'ils acceptent, sont menacés. Ça peut être vécu comme une relégation aussi. Et les discutables, de mon point de vue, sont promus. Ah ben voilà. Loïc Guérin, un triste anniversaire, 50 ans de l'assassinat du juge d'instruction Renaud à Lyon.
Oui, il y a 50 ans, jour pour jour. Non, 50. 50, oui, 95, ça me paraît. Non, 50. Ça va vite, mais ça fait 50. C'est un juge d'instruction qui avait exercé pendant 8 ans à Lyon, qui avait eu affaire à la délinquance la plus dure là-bas, sur place, la délinquance organisée, qui avait des méthodes effectivement assez expéditives. Je ne sais pas si j'aurais beaucoup apprécié dans un dossier de le trouver en face, on serait peut-être pas partis en vacances non plus ensemble, mais qui a objectivement fait un travail assez remarquable et d'efficacité, puisqu'il a traité plus de 1500 dossiers apparemment dans son temps à Lyon pendant 8 ans. Il a été assassiné. Ce qui est assez, c'est pas seulement la date anniversaire qui est frappante, c'est que c'est le premier juge assassiné en France après la Libération. Et c'est aussi un assassinat qui n'a jamais été résolu. Il n'y a jamais eu de coupable identifié, ou en tout cas de coupable poursuivi, avec un relent assez désagréable peut-être de contrat, peut-être de grand banditisme, mais surtout peut-être aussi d'intervention politique, puisque le SAC et peut-être derrière, en tout cas il y a... Alors le SAC, on peut le dire, c'était le service d'ordre à l'époque de l'UDR, puisqu'en 75 c'était encore l'UDR, le parti gaulliste, alors rien à voir avec l'UDR d'Éric Ciotti aujourd'hui, qui avait des méthodes qu'on peut qualifier de barbouzes. Oui, exactement. Et qui ont été dissous suite à la tuerie d'Oriol en 82. Exactement, et qui ont dérivé du domaine politique violent, avec derrière une idéologie politique, vers le grand banditisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui jouaient sur les deux tableaux. Le juge en question avait d'ailleurs, sur le gang des Lyonnais, été intervenu. Enfin bref, il a traité de dossiers très importants. Son fils, apparemment, essaie de faire en sorte que ça bouge. Sur le plan pénal, ça va être compliqué parce que c'est prescrit, puisque l'enquête a cessé depuis bien plus longtemps. Je vous coupe, il a une très jolie phrase, il a dit la vérité est imprescriptible. Elle est belle. Alors après, sur le plan judiciaire, je peux évidemment pas être tout à fait d'accord avec lui, la prescription existe, on peut pas la contourner, il faut l'accepter. Maintenant, sur le plan moral, j'entends exactement ce qu'il peut vouloir dire. Ce que je regrette aussi, c'est le manque de courage de l'institution judiciaire, alors qu'un des siens a été assassiné probablement en lien avec son activité, certainement. Sûrement. Elle lui rend un hommage très modéré, puisqu'ils se sont contentés, je crois, d'une minute de silence à Lyon. Il y a quand même des suspects, enfin il y a quand même... il y a eu des suspects, ils ont identifié, l'un est mort d'ailleurs dans des conditions assez troublantes semble-t-il, puisqu'il a été tué lors d'une interpellation, un autre n'a jamais pu être poursuivi, c'est-à-dire qu'ils ont été identifiés, mais sans, disent-ils, en tout cas les enquêteurs et les juges qui sont succédés, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7, sans pouvoir réellement poursuivre. Alors est-ce qu'il y a manque de volonté, manque de compétences ou manque d'énergie ? Je ne connaissais pas le juge Renaud, mais je me souviens des conditions de sa mort. Il avait une attitude très chevaleresque. Exactement. En fait, il s'est sacrifié pour sauver sa compagne. Exactement. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire réagir. Merci en tout cas pour ce sujet. Vous restez avec nous, on va revenir dans un instant sur un sujet assez grave aussi, bien sûr, et assez lourd. Cécile Collère et Jacques Paris inculpés en Iran, accusés d'espionnage pour Israël et de complot contre le régime iranien. Ils risquent donc la peine de mort. Alors parlons vrai. Est-ce que désormais Cécile Collère et Jacques Paris doivent être considérés comme des otages? Et à la question inculpation de 2 Français pour espionnage au service d'Israël en Iran, il faut durcir le ton, négocier. Vous dites à 77% durcir le ton. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Guillaume Laguen sera avec nous, un maître de conférence à Sciences Po et auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. On revient dans un instant, on fait une petite pause. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds. Ah oui. De qui parle-t-on? Philippe Bilger. De nous. Exactement, de nous absolument. De Philippe Bilger, bien entendu. Et puis, vous restez toujours parfaitement objectif. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Ça se saurait. Je retiens quelque chose qui aurait été un peu une familiarité. Oh, mais je vous soigne. Je ne suis pas Philippe David, je la retiens. Je vous en prie. C'est vrai que vous êtes un peu pauvre sur le compliment en ce moment, Philippe David. Hein, non, c'est parce qu'il fait chaud. Ouais, c'est ça. Et que ça ralentit mes neurones. Oui, c'est ça. Autour de cette table, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et puis Loïc Guérin, avocat pénaliste. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ils sont détenus en Iran depuis plus de 3 ans et désormais encore davantage en danger de mort. Cécile Collère, 40 ans, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, viennent d'être inculpés d'espionnage pour le Mossad, le renseignement extérieur israélien, mais aussi pour complot pour renverser le régime et corruption sur terre. On est vraiment extrêmement inquiets sur leur état psychique, en fait, le double péril de mort qui est à la fois la reprise des bombardements et cette condamnation à mort
qui leur pend au-dessus de la tête. Car depuis leur arrestation au dernier jour de leur voyage touristique en Iran, le 7 mai 2022, le couple était retenu dans la prison d'Evin, où sont souvent conduits les prisonniers politiques. Effectivement, après 3 ans de détention en Iran, donc les Français Cécile Coller et Jacques Paris sont inculpés pour espionnage en faveur d'Israël, complot pour renverser le régime et corruption. En tout cas, c'est ce qu'il est dit. Chacun de ces chefs d'inculpation est passible de la peine de mort. Alors parlons vrai. Est-ce que cette mise en examen, cette inculpation n'est pas la preuve de la perte d'influence de la France dans les relations internationales? Et à cette question, inculpation de 2 Français pour espionnage au service d'Israël en Iran, il faut durcir le ton, négocier. Vous dites à 77% durcir le ton. Et notre invité pour en parler, Guillaume Lagan, est avec nous, maître de conférence à Sciences Po et auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Merci d'avoir accepté cette invitation et bonsoir Philippe Bilger. Heureux de revoir ce maître Guillaume de conférence qui nous avait éclairé il y a quelques jours. Non, là, si je compare rapidement, ma chère Cécile, avec l'affaire Boualem-Sansal, où nous étions prêts à porter haut le courage et à dénoncer la diplomatie française, là, il me semble que durcir le ton serait une catastrophe, à supposer même que l'accusation d'espionnage soit pertinente. Elle est absurde de mon point de vue. C'est une revanche, un ressentiment à l'égard de ce que l'Iran a subi et avec humiliation. Je crois que ce serait une erreur folle de durcir le ton à partir du moment où nous avons la certitude que l'Iran n'hésitera pas à mettre à mort nos compatriotes. Alors il y a une information qui vient de tomber par le Parisien où Emmanuel Macron dénonce une provocation et un choix inacceptable d'agressivité. Samuel Botton. Heureusement que nos auditeurs ne sont pas diplomates. Je pense que là, de toute façon, il faut que le ton soit dur par nature. Ah bah oui. Après, la négociation, que voulez-vous faire face à une dictature? Rendez-les-nous. Et après. Oui. Donc effectivement, je pense que la priorité, ça doit être de les rapatrier le plus vite possible chez nous, ou du moins éviter cette peine de mort. Avant de rentrer en plateau, j'allais même vous poser la question, avons-nous des certitudes qu'ils sont encore vivants? Donc on les a depuis le 1er juillet, effectivement, puisqu'ils ont eu un entretien d'une 30aine de minutes avec le représentant de l'ambassade. Maintenant, aujourd'hui, c'est essayer de les sortir de là, de par le contexte en Iran. Et puis ça passera forcément par la négociation et la diplomatie, les échanges de bons procédés, si j'ose dire. Le gars. Non, tout ça est raisonnable. Je suis par nature plus virulent, donc j'aurais très envie, moi, qu'on aille expliquer aux mollahs que on peut jouer aussi un peu et qu'on en a plus les moyens qu'eux. Mais j'entends qu'il faille évidemment être plus complexe en matière de diplomatie. Je regrette aussi, surtout, qu'on n'ait pas nécessairement la classe politique qu'il nous faut pour avoir cette virilité-là, si vous me passez l'expression pour le monde désuète. Avec nous, Guillaume Lagan, maître de conférence à Sciences Po, auteur de Questions internationales en fiche. Est-ce que les Iraniens, finalement, l'histoire le prouve, ne comprennent pas que le rapport de force? On l'a vu notamment à l'époque avec Carter et Reagan au moment de la prise d'otage des diplomates américains à Téhéran. Oui, vous avez raison. Le régime iranien, depuis sa création en 1979, c'est avant tout un régime qui comprend et pratique le rapport de force. Et dans cette pratique, l'utilisation d'otages a été une constante du régime. Il a d'ailleurs commencé par la prise en otage de l'ambassade américaine, des diplomates américains. Je vous rappelle qu'ils ont été détenus pendant des mois, alors même qu'il s'agissait des États-Unis. Donc ça fait relativiser aussi le concept de puissance. Il y a même eu une tentative de les libérer par la force qui a échoué. Et c'est vrai que le prestige de l'Amérique en a beaucoup souffert à l'époque. Et depuis, en fait, la pratique des otages s'est toujours maintenue en Iran. Alors là, ce que je veux dire, c'est que le fait de les condamner à mort et surtout de mentionner Israël, c'est quand même un durcissement du régime. C'est probablement la traduction du fait que le régime aujourd'hui se sent un peu acculé, se sent affaibli après la guerre qu'il a subie. Et vis-à-vis de la France, il utilise cette arme. Juste une petite question, Guillaume Lagan, puisque je suis en train de lire ce qu'a dit le président de la République et qui a menacé de mesures de rétorsion si l'Iran maintient la qualification d'espionnage. Est-ce que on peut peser, est-ce que Emmanuel Macron peut peser, en tout cas, sur ces négociations avec l'Iran? Alors, on a dans nos mains une arme qui est importante, ce sont les sanctions économiques. Donc je rappelle en fait que lorsqu'on a signé ce qu'on appelle l'accord de Vienne avec les Iraniens,
Il porte aussi le nom de JCPOA, c'est un acronyme. Cet accord, en fait, prévoyait la levée des sanctions si les Iraniens respectaient l'accord. Les États-Unis sont sortis de cet accord, mais nous y sommes encore. Et dans quelques semaines, en fait, juste après l'été, on a la possibilité de faire revenir les sanctions. Donc ça, c'est quand même une arme qu'on a vis-à-vis de l'Iran. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils s'acharnent sur nos otages, c'est pour nous dissuader de ce retour des sanctions. Alors j'ajoute que si on retourne aux sanctions, c'est parce que l'Iran aujourd'hui dit qu'elle ne veut plus coopérer avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Donc elle ne veut plus accepter que cette agence inspecte les sites nucléaires en Iran. Philippe Bilger. Guillaume Lagan, dans l'arbitrage que l'Iran va devoir faire entre ce ressentiment et cette cruauté qui naissent de l'humiliation qu'elle a subie et le fait que vous évoquez très bien, le fait d'hésiter à aggraver son discrédit international, à votre avis, vers où penchera la balance ? C'est très difficile à dire parce que ce qui est certain, c'est que la France, dans cette affaire, est un acteur un peu secondaire. Le grand sujet pour l'Iran, c'est le rapport avec les États-Unis et le dialogue qui va peut-être s'instaurer entre Washington et Téhéran sur le sujet nucléaire, sur le sujet balistique et plus globalement sur la position de l'Iran. La question qu'on peut se poser, c'est comment notre point faible, c'est-à-dire nos otages, vont apparaître dans cette grande négociation. J'entendais tout à l'heure vos auditeurs là, qui appellent à des mesures un peu fortes, mais la difficulté, c'est qu'on est quand même, nous, tenus par nos valeurs. Par exemple, on ne va pas faire ce que ferait peut-être un régime comme la Russie, on ne va pas s'emparer de touristes iraniens en France et dire que désormais, on va les inculper pour de faux motifs et puis on va les échanger avec nos deux otages. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on est justement, on se veut un peu plus exemplaire. Donc je pense qu'on va plutôt ressortir aux sanctions économiques. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si l'Iran effectivement sort du régime de contrôle international et si on ne la sanctionne pas parce qu'on veut juste libérer nos otages, là aussi, vous voyez, ça pose un problème de politique. J'ai une question qui est peut-être un peu large, mais jusqu'où le contexte géopolitique actuel et la position de l'Iran dans tout ça peut avoir justement un impact sur le traitement des prisonniers politiques / otages français? C'est-à-dire, je pense que les otages sont au cœur, si vous voulez, de ce bras de fer entre les Occidentaux au sens large et l'Iran. D'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que des Français, il y a aussi beaucoup d'autres nationalités présentes en Iran. Généralement, ils s'en prennent à des binationaux ou à des touristes. Alors maintenant, est-ce que ça peut aller très loin? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que la peine de mort soit vraiment appliquée? À ce stade, aucun otage en Iran n'a été jusque-là. Mais dans l'univers iranien, ça existe quand même. Je rappelle qu'au Liban, par exemple, vous avez des groupes liés à l'Iran, liés au Hezbollah, qui ont enlevé des journalistes français dans les années 80, et l'un d'entre eux est mort en détention. Oui. Absolument. Une petite question. Rapidement. Ouais, le commentaire que vous faisiez était, je trouve, très intéressant sur les mesures, les moyens dont on dispose pour faire plier l'Iran avec les négociations en cours et les sanctions qui peuvent revenir. Est-ce qu'il y a d'autres leviers dont vous ayez connaissance et qui seraient intéressants possiblement d'utiliser ici? Alors, là, je sors de ce que je sais, mais je ne pense pas que nous ayons, par exemple, de contentieux financiers avec l'Iran, comme certains États ont pu l'avoir, notamment les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, ils avaient obtenu il y a 2 ans la libération de certains otages, et en échange, ils avaient versé de l'argent qu'ils avaient gelé, en fait, au départ, à l'Iran. Je ne pense pas qu'on ait ce levier-là. Ce qu'on a comme autre levier, c'est aussi de faire passer le message à l'Iran que dans la confrontation entre Israël et l'Iran, on s'est relativement tenu à l'écart. Oui. On n'a pas été très en soutien d'Israël, contrairement par exemple à l'Allemagne. Peut-être qu'on pourrait imaginer de faire pression militairement s'il y a une nouvelle confrontation. Ça pourrait peut-être être un élément qui peut faire bouger l'Iran. Merci mille fois Guillaume Lagan d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et auteur de Questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Samuel Botton, merci beaucoup Loïc Guérin. Vous restez avec nous dans un instant avec Philippe. On va parler, comme tous les jeudis, d'automobile. Et de mobilité. On va avoir notamment un débat suite au procès à La Rochelle, dramatique. Est-ce qu'il faut limiter le permis de conduire dans le temps ou obliger à passer des visites médicales
médicale. Vous voulez réagir vous l'encadrez, vous voulez réagir le 0800 26 300 300 et ensuite on parlera de plein de rétrofits, dont un nouveau type, le rétrofit des moteurs diesel. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus et on reste ensemble jusqu'à 20h.